Quelle est la différence entre une érection et un citron? Bah en ce moment, j'ai pas de citron. Bienvenue dans cette vidéo sur l'humour. J'imagine que vous vous imaginez déjà que j'ai imaginé débuter cette vidéo avec une définition simple et claire de l'humour, tels les petits chérubins naïfs et potelés que vous êtes. Mais si je commence avec des phrases aussi alambiquées, c'est pour que vous compreniez tout de suite que, avec l'humour, rien n'est simple. Mais bon, comme il faut bien commencer quelque part, on peut dire que l'humour est le phénomène créateur du rire. On peut reprendre en fait. Pourquoi il y a un arrêt sur image? C'est un processus multidimensionnel très complexe. Ça fait partie de notre personnalité, ça fait appel à nos capacités cognitives, émotionnelles, c'est sujet à la morale, à nos règles sociales, à nos normes de communication et même au jugement esthétique. Et donc forcément, l'humour est étudié par la philosophie, la biologie, la logique, la sociologie, la sémantique, la psychologie, la linguistique. J'en ai oublié un. Je sais pas vous, mais en entendant tous ces mots compliqués, je suis comme un acarien en sortant de la moquette. On comprend pas votre expression là. Je refais la fin du coup. Je sais pas vous, mais en entendant tous ces mots compliqués, je suis comme un pédophile dans une crèche. Et avant de commencer, je tiens à rappeler que je pratique l'humour uniquement en amateur et qu'une partie du contenu de cette vidéo provient de différents livres et papiers parmi des centaines sur le sujet. C'est une vision forcément limitée pour un thème aussi vaste. Alors installez-vous confortablement pour cet exposé qui sera un peu plus long que d'habitude. Ah oui, quand même. Un exposé qui ne tentera malheureusement pas de répondre à une question qui tourmente mon existence. Est-ce que 28 millions d'euros, c'était bien nécessaire pour faire la ch'ti de famille? Une question qui revient souvent, c'est pourquoi l'humour a pris un rôle aussi important dans notre fonctionnement en tant qu'être humain. Autrement dit, pourquoi l'évolution a favorisé l'humour? Une première hypothèse nous dit que le sens de l'humour aurait évolué comme un trait de caractère révélateur d'autres traits tels que l'intelligence. Et comme l'intelligence donne pas mal d'avantages pour la survie, c'est forcément un gros plus pour la sélection sexuelle. Et donc par extension, l'humour serait devenu un facteur de sélection pour notre espèce. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'il existe ce vieux dicton « femme qui rit à moitié dans son lit ». Pas ma plus belle illustration. Une autre hypothèse est que l'humour est en réalité un dérivé du rire, en prenant le rire comme un signal de jeu. Car chez les primates comme chez les humains, le jeu est indispensable à l'éducation et au développement des relations sociales. Et notamment s'il y a rire, ça signifie que toute attaque physique fait en réalité partie d'un jeu, et est donc permise. Ce qui permet de gentiment se chamailler sans vouloir nécessairement s'entretuer. Et ça se recoupe bien avec une des premières réflexions de Freud sur l'humour, qui est que l'humour abaisse nos barrières internes de l'agression. Un truc que Clint Eastwood aime beaucoup. How you doing, Martin, you crazy Italian prick? Well, you cheap bastard, I should have known you'd come in. I was having such a pleasant day. Et oui, quand deux personnages s'insultent ou font des sarcasmes, ce n'est pas drôle parce que c'est agressif. C'est une forme autorisée d'agression parce que c'est drôle. See you in 3 weeks, prick. Not if I see you first, dipshit. Et en fait, on aborde déjà la théorie. Chers spectateurs, le temps passe si vite quand on s'amuse tant que ça. Bref. Beaucoup de gens dans l'histoire ont étudié l'humour et le rire. Évidemment Freud, qui comme d'habitude rattache l'humour à une notion de plaisir et de libération d'énergie intériorisée. Bon voilà, Freud quoi. Vous avez le droit d'essayer de comprendre. La théorie de la supériorité de Hobbes, où le rire est créé par un sentiment de supériorité par rapport à une certaine victime. Donc Nelson et Bart. Et enfin, la théorie de l'incongruité, qui nous dit que l'humour repose sur une violation de nos schémas mentaux et de nos attentes. Une surprise en gros. C'est cette théorie que tout le monde a à peu près adoptée aujourd'hui. Puis elle est supportée par des mecs hilarants. Aristote, Kant, Schopenhauer, Bergson, Kierkegaard, très gros déconneur Kierkegaard. Bon, on dirait pas comme ça, ne jamais juger un livre à sa couverture. Sauf dans le cas de ce livre. Où là, oui, on peut le juger à sa couverture. La philosophie, étymologiquement, c'est philo, sagesse et savoir, et Sophie, j'aime, je désire. Les gonzesses qui ont les fesses un peu lourdes, du coup, elles ont les ailes qui touchent la piste. C'est plus long au décollage. La cellulite, ce sont ces fesses que tu claques le lundi et qui le vendredi
en tremble encore. Ma voisine, elle s'est fait tellement tirer la peau que quand elle a ses règles, elle saigne du nez. Classe. Bon alors, que nous dit la théorie de l'incongruité pour créer une bonne blague? Eh bien, tout commence par la structure. Au sens classique du terme, une blague se découpe en deux parties, la préparation et la punchline. La théorie de l'incongruité nous dit qu'une blague sera drôle quand elle préparera des attentes, des prévisions mentales que la punchline viendra détruire. Le rire est donc créé par un choc cérébral inattendu, et si une blague échoue, ce sera à cause d'une punchline trop prévisible ou d'une préparation mal exécutée. A lot of comedians have great jokes and they don't like, why isn't this working? It's not working because the audience does not understand the premise. That's right. So if I set this premise up right, this joke will always work. Bien sûr, c'est pas une formule magique. Beaucoup de facteurs différents entrent en jeu dans la réussite ou l'échec de l'humour. Le contexte, le jeu d'acteur, la violence de la surprise, et bien sûr, le timing. Le timing. C'est très difficile d'identifier, de mesurer tous les paramètres qui entrent en jeu, et chaque théorie de l'humour trouve ses limites pas quand elle explique pourquoi une chose est drôle. C'est pas moi. Mais plutôt quand il faut savoir pourquoi une chose ne l'est pas. Et oui, c'est ça le problème de cette théorie. Ce n'est pas parce que quelque chose est incongru que c'est forcément drôle, et pour ça il y a plein d'exemples. Bah voilà, ça c'est surprenant, hein, mais c'est pas drôle. Enfin, c'est percutant. Dans une blague, la contradiction de nos attentes ne doit pas être trop violente ou trop dramatique, sinon c'est plus du jumpscare. Mais c'est quand même important de garder une part de menace pour que ce soit drôle. C'est pour ça que voir quelqu'un se faire mal en glissant sur une banane, c'est plus drôle que de le voir gagner au loto. Parce qu'il y a une part de danger, il y a une violation de quelque chose, mais sans que ce soit trop grave. C'est ce que les deux chercheurs Warren et McGraw ont appelé la théorie de la violation bénigne. Évidemment, ces violations bénignes peuvent concerner autre chose que l'intégrité physique des gens. Ça peut être n'importe quoi d'ailleurs, comme le langage dans le cas d'un jeu de mots. Vrai ou faux, un clavier AZERTY en vaut 2. Vrai ou faux, immatriculé veut dire il m'a enculé 3 fois. Après, l'incongruité n'est pas une simple surprise, on peut pas faire complètement n'importe quoi. La punchline doit contredire nos attentes, mais d'une manière cohérente avec la préparation et le contexte de la blague. Donc on va voir une anomalie, deux concepts qui ne vont pas ensemble, mais on accepte quand même de les associer. En gros, on remarque une chose bizarre, mais on la comprend aussi comme étant normale dans la situation de la blague. Sur ce sujet, une fois j'ai fait une blague sur les magasins, mais elle n'a pas super marché. On va prendre un autre exemple. Prenons la fin du film Liberty, sorti en 1929. Après moult péripéties, Laurel et Hardy se retrouvent en haut d'un chantier de construction de gratte-ciel pendant qu'un policier est à leur recherche en bas. Toute la séquence est tournée autour du fait que les deux comiques particulièrement maladroits doivent traverser le chantier pour retrouver un ascenseur. Tout cela est bien sûr compliqué par le vertige de Laurel et la présence d'un crabe très agressif dans le pantalon de Hardy, qui lui pince le cul à l'occasion. Il frôle la mort une bonne vingtaine de fois dans des scénarios de plus en plus rocambolesques et provoque accidentellement une pluie d'objets sur le policier au rez-de-chaussée. Ce dernier décide alors de s'abriter dans la cage d'ascenseur, pile au moment où Laurel et Hardy l'empruntent pour redescendre. Et il se passe donc ceci. Pause. Mentalement, qu'est-ce qui se passe pour comprendre ce gag? On voit le policier se faire écraser. On s'attend à ce qu'il soit mort, mais en fait il survit. Cet événement est très peu plausible. Mais on sait que de manière générale, en écrasant quelque chose, on réduit sa taille. Et comme le policier ressort plus petit, cet événement est un peu plausible. C'est la mise en parallèle de ces deux plans de plausibilité qui est importante pour créer une incongruité comique. Ouais, elle est compliquée cette phrase. Et tout ce processus se déroule en une fraction de seconde pour notre cerveau. On détecte d'abord la contradiction, et par une exploration mentale des événements, on la corrige. Et c'est avec cette correction que le rire naît. Ha ha ha, c'est drôle. C'est la logique de l'absurde.
Bon, qui s'applique à d'autres choses que l'absurde, mais c'est pas moi qui ai choisi le nom. Et donc avec ces deux principes en plus, la logique de l'absurde et la violation bénigne, on a une théorie de l'incongruité un peu plus complète maintenant. Voyons comment elle est mise en application. Donnez un principe à Kubrick et ça fera des chocs à pic. Non, parce que j'essaye de parler aux jeunes. Et les céréales et... Dans le film Docteur Folamour, ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe, nous sommes en pleine guerre froide quand un général américain pète un câble et donne l'ordre aux bombardiers nucléaires d'attaquer l'URSS. Une grande partie du film se passe dans la salle de crise du Pentagone, avec le président américain et son gouvernement qui essayent d'éviter une guerre nucléaire synonyme de fin du monde. Ils convoquent l'ambassadeur de l'URSS pour prouver leur bonne foi, mais immanquablement une bagarre éclate entre l'ambassadeur et un autre général. Le président va alors déclarer « Gentlemen, you can't fight in here, this is the war room. » You know, that's not permitted. We can destroy the world, but we can't fight in the world. Bah oui, le truc génial avec cette blague, c'est qu'elle révèle une réelle contradiction. L'agitation et la violence de la guerre demandent beaucoup de concentration et de calme pour ceux qui la mènent. Au niveau théorique, ça signifie que l'incongruité est d'autant plus marquante quand c'est la vérité. Autrement dit, c'est drôle parce que c'est vrai. Inch'Allah, Lucien, je vous conduis. Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit d'une brune aux yeux marrons. Et si j'étais blonde aux yeux bleus? Cela ne changerait rien, vous êtes mon type de femme, Larmina. Tiens donc. Et si j'étais naine et myope? Eh bien, je ne vous laisserai pas conduire. Prenons un dernier exemple, une blague textuelle. Une chose qui n'est jamais arrivée depuis des temps immémoriaux, une jeune femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. Alors on a très clairement les deux parties, préparation et punchline. Le concept incongru, je vous laisse le chercher, mais globalement on se dit oui, lol, un prout, voilà, tous les éléments sont là. Cette blague, je ne l'ai pas trouvée sur Twitter ou dans le texte d'un humoriste un peu bizarre. Elle a été trouvée sur une tablette sumérienne datant de 1900 avant Jésus-Christ. Cette blague a presque 4000 ans, et c'est la plus vieille blague à notre connaissance. Et c'est pas une blague, hein. Enfin du coup, si, enfin mais... Merde. Alors est-ce que Gad Elmaleh devrait aller piocher ses textes dans des tablettes sumériennes? Peut-être, je ne sais pas. Non mais déjà, on voit que tout ce qu'on a dit, c'est vraiment pas nouveau. Et puis, la plus vieille blague du monde, bah, c'est une blague de Prout. Et ça, c'est hallucinant, mais quand il réfléchit un peu, c'est pas si étonnant, parce que le Prout, comme le rire d'ailleurs, c'est paralinguistique. Ça traverse les langues et cultures. C'est juste une vibration qui sort d'un orifice. Ça fait trembler les murs, les portes, mais tout le monde rit, tout le monde pète. Mais tout le monde ne rit pas après avoir pété. Et c'est là que tout se complique. Au-delà des questions culturelles sur le Prout, l'humour, il n'est pas invariable. Sinon, quand tu racontes 2 fois la même blague, tu devrais avoir exactement 2 fois la même réaction. Il y a toujours une négociation avec le public de la blague. Ou du Prout. Ah bah oui, on se pose des vraies questions aujourd'hui. L'humour, c'est sérieux. Si on se concentre sur le cas du cinéma, on a les mots, l'image et le son, donc des milliards de combinaisons possibles pour créer des blagues. Alors on ne va pas vérifier la solidité de notre théorie sur chaque gag présent dans cette vidéo, hein. J'ai suffisamment expliqué le blague pour aujourd'hui. Ce qu'on peut faire cependant, c'est essayer de comprendre comment le cinéma intègre l'humour dans la logique d'un film. It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Déjà, selon le contexte, on a une définition différente de ce qui est incongru. Voir un vaisseau spatial débarquer dans Star Wars, ce n'est pas choquant. En voir un au temps de Jésus, c'est déjà plus surprenant. Oh, you lucky bastard. À chaque univers ses règles, et donc à chaque univers ses blagues. Et ce qui est fascinant, c'est que le cinéma et toutes ses règles est lui-même un terrain de jeu pour l'humour. Cet extrait, aussi étrange que drôle, vient du film Top Secret, créé par un trio célèbre dans le monde de la comédie, Zucker, Abrahams et Zucker, aussi appelés les Zaz.
Ils ont réalisé des films parodiques célèbres, comme Y a-t-il un pilote dans l'avion ou la série des Y a-t-il un flic. Le célèbre critique Roger Ebert a dit à propos de ces films « C'est tellement stupide que vous riez 2 fois. Une première fois en voyant à quel point c'est stupide, et une deuxième fois en vous apercevant que vous avez ri pour ça. » Bingo. Eh ben ça s'annonce bien, dis donc. I know it. It all sounds like some bad movie. Et c'est vrai que ces films sont incroyablement bêtes, hein, et très immatures par moments. Wow, well, thanks. I'll give it a whirl. Voire la plupart du temps d'ailleurs, mais ce n'est pas pour ça que ces films ne sont pas faits intelligemment. Bien au contraire même. Avec plusieurs gags à la minute, ces films explorent énormément de façons différentes de mettre en scène l'humour au cinéma, ce qui en font des objets d'étude très intéressants. I'm sorry, I really don't know any German. That's all right. I know a little German. He's sitting over there. On peut déjà remarquer que beaucoup de blagues passent par les décors ou les accessoires, le cas le plus simple étant les faux journaux ou magazines tenus par les personnages. Ainsi, des blagues peuvent provenir d'une inversion des rôles entre 2 objets dans une situation précise, ou encore d'une interprétation très littérale et inattendue d'un mot ou d'une expression. Okay, boys, let's get some pictures. L'arrière-plan est aussi un terrain tout à fait fertile pour y intégrer des blagues, notamment dans ce que j'appelle des séquences de gags à effet cumulatif, où des éléments de plus en plus absurdes sont introduits dans la scène. Le jeu entre premier et second plan peut encore se complexifier pour créer des blagues très visuelles, exploitant des angles de caméra trompeurs. Comme là par exemple, on pense qu'il force la perspective pour agrandir le téléphone, mais en fait non, c'est juste un téléphone géant. La perspective forcée, vous savez pas ce que c'est? Il y a bien une chaîne YouTube qui fait ça, non? Avec ce genre de blague, on observe une très grande maîtrise technique au service de l'optimisation de notre théorie de l'incongruité. Non, par contre, faut vraiment arrêter avec ces phrases. Une blague peut se construire grâce au montage avec une préparation faite avec quelques plans d'exposition, puis un cut sur un autre plan qui sera comme la punchline. Eine Flachmattuche. Ein Kabel. Eine Blitz ist an der Flachmattuche. Ou au contraire, d'autres gags souffriraient d'un cut trop incisif, et c'est par un mouvement de caméra que la contradiction de nos attentes sera faite. Ce niveau de méta est aussi atteint par de nombreuses références faites à d'autres films, ou tout simplement par des clichés de cinéma parodiés ici et là. That's okay. Don't feel bad. It happens to lots of men the first time. Just relax, I'll pour you a drink. We can always try again in a couple of hours, she said as she laid down beside him and caressed his chest. On voit que ces blagues fonctionnent presque comme des tours de magie, où le but est de jouer avec notre culture cinématographique et même de tordre toutes les conventions naturelles afin de créer des gags qui ne pourraient pas exister ailleurs. En résulte un univers parfois très bizarre, une sorte de frontière où l'absurde côtoie un surréalisme presque inquiétant, et qu'on observe habituellement plutôt du côté de l'animation, où la stylisation graphique aide beaucoup à intégrer le surréalisme dans la narration. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais les blagues qui m'ont le plus marqué sont celles qui incluent des chevaux, d'une manière ou d'une autre. C'est difficilement explicable, mais ceci provoque en moi un sentiment d'hilarité. Oui. Les films des As, tout comme ceux de Mel Brooks ou encore des Nuls, ont beau être des types de comédies assez extrêmes, un des points communs qu'on trouve dans beaucoup d'autres films, c'est que les blagues n'en sont pas pour les personnages, et donc que les acteurs restent extrêmement sérieux. Santé. Très franchement, ils ont toutes les raisons de l'être, puisque les situations dans lesquelles ils sont mis sont très souvent à leur désavantage, voire quasi tragiques quand c'est de l'humour noir. Hey, brother Faisal! I wanna
so far! La recette scénaristique à l'œuvre dans la plupart de ces cas est l'utilisation de la loi de Murphy, où tout ce qui peut mal se passer, se passera mal. Don't play with that. Oh, wow, it's heavy. Oh. Ce qui est une très bonne manière d'intégrer l'humour à la narration. Tell the truth. It's horrendous. It's horrendous. It's modern. Don't lie. I'm not. I look like a pencil. You don't look like... Laugh! Mais comme ici, l'humour peut exister dans la diégèse du film, et particulièrement dans les comédies sociales ou romantiques, où le sens de l'humour est un élément important pour construire la personnalité des protagonistes. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Et ce sera aussi le cas pour un personnage avec un sens de l'humour particulier. Good morning, Vietnam! And now, the black guy from the Police Academy movies, Robot. Ouais, on va parler de The Office. It's Britney, bitch. Alors voilà, Ricky Gervais et Steven Merchant, qui sont à côté de Daniel Radcliffe habillé en scout, mais ça n'a rien à voir. Alors ce sont les créateurs de la série originale The Office, la version anglaise sortie en 2002. Alors nous, on va parler de la version américaine, mais c'est bien de savoir d'où tout ça vient. The Office est une sitcom, une situation comedy tournée sous la forme d'un faux documentaire qui suit des employés de bureau dans leur vie quotidienne. Comme dans toutes les sitcoms, on retrouve à peu près toujours la même galerie de personnages, dans le même cadre, dans des situations plus ou moins variées. Parkour! Michael, parkour! Parkour! Pour citer quelques personnages, on a Kevin de la compta qui a de l'avance au gâteau et pas beaucoup de neurones. Sometimes we play who can put the most M&Ms in their mouth. You play that. Dwight, un commercial très performant dans son travail mais aussi complètement starbé. There's too many people on this earth. We need a new plague. Jim, fou amoureux de Pam, la réceptionniste, et qui aime beaucoup se moquer de Dwight. Bears eat beets. Oh. Bears beats Battlestar Galactica. Bears do not... What is going on? What are you doing? Et enfin Michael Scott, le patron du bureau, persuadé d'être le meilleur dans tous les domaines, et surtout d'être extrêmement drôle. People say I am the best boss. They go, God, we've never worked in a place like this before. You're hilarious. I think that pretty much sums it up. I found it at Spencer Gifts. La particularité de The Office, c'est que la série est connue pour faire ressentir un certain malaise, de la gênance. En gros, la sensation d'être embarrassé. Et j'ai voulu le vérifier avec une petite expérience. J'ai kidnappé quelques cobayes qui ne connaissaient pas ou peu The Office, afin de leur faire regarder un des premiers épisodes de la série, Diversity Day. Come on! Let's celebrate diversity, right? Yes, exactly. L'épisode est centré autour d'une formation sur la diversité en entreprise, organisée par le siège de la compagnie en réponse à des imitations de l'humoriste Chris Rock faites par Michael. Every time black people want to have a good time, some ignorant ass I take care of my kids. Is always want credit for something they're supposed to do. What you want, a cookie? Se sentant injustement visé, Michael va finalement organiser son propre séminaire sur la diversité avec des idées plutôt étranges. Take a card, any card. And I want you to treat other people like the race that is on their forehead, okay? So everybody has a different race. Nobody knows what their race is. So... J'avais demandé au cobaye de lever la main à chaque moment qu'il trouvait drôle, ce qui sera notre mesure de rire, étant donné que le rire intérieur n'est pas facile à détecter chez certaines personnes. Par contre, le malaise, même intérieur, il peut bien se voir. Kelly! How are you? Welcome to my convenience store. Would you like some googie googie? Oh, I have some very delicious googie googie. Only 99 cents plus tax. Try my googie googie. Try my googie googie. Try my googie googie. Try my...
La gênance, ou cringe, comme disent les Anglais. C'est une émotion que l'on ressent lorsqu'on viole une norme sociale et donc on anticipe une réaction négative de la part de nos congénères. Et dans notre monde où le statut social est roi, tout jugement qui pourrait l'affecter nous fait logiquement très peur. Ne pas vouloir ressentir de la honte, c'est de l'autodéfense. Ah oui d'ailleurs, honte, gênance, c'est un petit peu la même chose, hein, donc on va pas s'embarrasser. Tenez là, pensez à votre ex. Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Bah c'est normal, parce que si vous n'aviez pas grave déconné, vous seriez encore ensemble. Et puis quand vous dites à vos amis communs « oui, mais non, il n'y a aucun malaise, c'est terminé », bah vous mentez aux autres et vous mentez à vous-même. Vous êtes gêné? C'est normal. La gênance, c'est un petit peu l'équivalent de la douleur physique, mais pour nos relations sociales. Ça s'appelle un sans-gêne. Par contre, ça aide pas à enlever le malaise, mais ça détend. Ce qu'on vient de voir, c'est un exemple de gêne très personnel. Mais la gênance, elle se contrefout des barrières. Elle se transmet dans l'air, elle est contagieuse, et elle s'amplifie avec un large groupe, telle la température d'une cuvette de toilette d'aéroport. Mais ma question, ça serait, comment transmettre de la gênance à travers un écran? Alors pour mieux comprendre ça, on va comparer The Office avec un film de Scorsese où De Niro se parle tout seul. C'est bien sûr The King of Comedy. Le film raconte l'histoire de Rupert Pupkin, un loser mégalomaniaque persuadé d'être le plus grand comique du monde. You're looking at the new king of comedy. Il gravite notamment autour de Jerry Langford, humoriste à succès et animateur de talk-show, incarné par Jerry Lewis, humoriste à succès dans la vraie vie. D'ailleurs, anecdote rigolote, Jerry Lewis a participé au scénario, en intégrant cette scène qui lui est vraiment arrivée. Would you just please say something to my nephew Morris on the phone? He's in the hospital. I'm sorry, I'm late. You should only get cancer. I hope you get cancer. Yes, le cancer. Obsédé par la célébrité et le succès, Rupert tient par exemple une collection d'autographes de stars. Who's this? Burt Reynolds. Mel Brooks. He's great. Woody Allen. He's a very nice guy. He's a personal friend of mine. Of course he is. No, he is. Comme on peut le voir avec sa prétendue amitié avec Woody Allen, Rupert se construit des fantasmes très élaborés. Il n'est donc pas rare de le voir se parler tout seul en prétendant dîner avec Jerry, ou encore animer son propre talk show avec des invités en carton. Yeah, I know. You look wonderful too, Jerry. I wasn't leaving you out. Right? Yeah! Afin d'être invité dans l'émission, Rupert va harceler Jerry sans relâche et il finira même par l'enlever pour arriver à ses fins, mais je ne divulgacherai pas plus cet excellent film que vous devez voir, même s'il a complètement floppé à sa sortie. And they said, now for the flop of the year, the king of comedy. And it's, oh, okay. Si je vous parle de Rupert Pupkin, ce n'est pas seulement pour la qualité de sa moustache. C'est surtout pour le comparer avec Michael Scott. It's Michael Scott. Alors Rupert est mentalement dérangé. C'est certain que ça ne va pas aussi loin pour Michael, qui est surtout très immature et totalement inoffensif. Ou presque. Mais au fond, les deux personnages sont assez similaires. Ce sont deux mythomanes, socialement très maladroits, persuadés d'être incroyablement talentueux et surtout désespérément en quête de reconnaissance. A guy can get anything he wants as long as he pays the price. A shot at a free ticket on the comedy circuit. A comedy show of my own. The Rupert Pupkin show. Everything. Do I need to be liked? Absolutely not. I like to be liked. I enjoy being liked. I have to be liked. But it's not like this compulsive need to be liked, like my need to be praised. Pourtant, Rupert est loin d'être aussi gênant que Michael. Pourquoi? Alors, il y a bien sûr le scénario qui compte, mais je pense qu'on peut trouver d'autres raisons. Notre réponse émotionnelle face à un événement va être conditionnée par la façon dont on construit mentalement cet événement. Autrement dit, à quelle distance psychologique on le met. On a plusieurs critères pour évaluer cette distance. Par exemple, est-ce que cet événement est récent ou très ancien? Est-ce qu'il concerne des personnes proches ou non? Est-ce qu'il est au coin de ma rue ou à l'autre bout du monde? Est-ce qu'il paraît réel ou est totalement farfelu? Habituellement, une plus grande distance psychologique favorise l'humour puisqu'on regarde de manière plus détachée les choses parfois terribles qui arrivent par la loi de Murphy. Mais le reste du temps, une plus faible distance psychologique favorise une réponse émotionnelle plus forte, ce qui vaut évidemment pour toutes les émotions,
dont la gênance. Et là, on arrive à la différence flagrante entre The Office et The King of Comedy. La mise en scène change complètement la distance psychologique de ce qui se passe à l'écran. Scorsese veut accentuer la solitude et la folie de Rupert, l'isoler dans son délire psychopathe. Pour ce faire, il utilise une caméra totalement omnisciente, qui peut même aller filmer dans la tête du personnage. But we were wrong. And you, Rupert, you were right. And that's why tonight we'd like to apologize to you personally and to beg your forgiveness for all the things we did to you. On est dans une observation très clinique des choses, assez froide et distante, et où la composition des cadres reste toujours très maîtrisée et pleine de symboles. On peut citer par exemple les nombreux plans qui enferment Rupert dans des cases, pour mieux signifier son isolation. The King of Comedy est un film sur le rapport à la célébrité et sur les médias. Et même s'il n'a jamais paru aussi réel qu'aujourd'hui, sa mise en scène est faite pour nous faire prendre du recul sur les événements, afin de mieux nous questionner. Better to be king for a night than schmuck for a lifetime. Du côté de The Office, on est sur un faux documentaire tourné dans un espace assez restreint. Les personnages ont donc parfaitement conscience de la caméra. Ils en sont proches et ils la regardent régulièrement. Avec cette impression d'être un membre de l'équipe technique, l'immersion dans la scène est beaucoup plus grande. Donc la distance psychologique est bien plus faible. Oh, it's so rude of me. Have you seen Pam's new art? It's right there. Check it out. Alors attention, ça ne veut pas dire que Rupert n'est pas gênant dans The King of Comedy, ou qu'on est obligé d'être un faux documentaire et de briser le quatrième mur pour créer un moment de malaise. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? What? Je dis simplement que quand c'est bien fait, cette forme de mise en scène exacerbe notre réponse émotionnelle à ce qui se passe à l'écran. C'est pour ça que Michael est plus gênant, et que le found footage a été autant efficace pour certains films d'horreur. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. Oh non. C'est Bernard qui l'a eu. Oh merde. Qui a sorti Bernard? Donc oui, une situation malaisante dans The Office aura toutes les chances de faire son petit effet sur un spectateur. Tu peux rigoler que à la fin en fait, parce que si tu peux pas rigoler pendant le truc, parce que mais qu'est-ce qui, enfin, quelle va être la prochaine étape? Putain, mais j'avais oublié à quel point c'était awkward. Une grande partie de la réussite de ce malaise tient aussi au fait que la série développe énormément l'empathie qu'on a pour les personnages, c'est-à-dire la capacité de ressentir leurs émotions à eux. C'est quelque chose de très classique dans n'importe quel type de narration, mais c'est très amplifié ici avec deux procédés simples et hérités du documentaire ou de la télé-réalité. Premièrement, les interviews de type parloir, et deuxièmement, et sûrement la chose la plus importante, les regards caméra. It's Fat Halpert. What? Fat Halpert. Jim Halpert. Et finalement, la transmission du malaise dans The Office, elle se fait comme dans la vraie vie. En se regardant, on partage le malaise avec les personnages, et c'est là que ça devient drôle. Cette dynamique est d'ailleurs le cœur comique de la série, comme l'explique Rainn Wilson, l'acteur qui incarne Dwight. So much of the comedy is not in the setup punchline. There's very few jokes on our show. It really is behavior, characters behaving, and the reactions to that behavior. You know, Dwight will do something stupid, but the laugh is on Pam watching it, or Jim seeing it and then turning to the camera. So it's less a comedy of awkwardness and more a comedy of reactivity. Voilà, là, on y est. Parce qu'on oublie trop souvent le caractère social de l'humour. Depuis le début, on parle d'analyse théorique des blagues, du rire, philosophe. Mais tout ça ne sert à rien si on ne pense pas au public des blagues, au contexte humain de tout ça, et où la réaction est tout aussi importante que l'action. The Office a très bien compris cette notion, et axe toute sa mise en scène sur le fait de capter des réactions, et notamment sur les visages de son casting, avec des gros plans ou des zooms très dramatiques. Look at that! Oh, look at that face! Et je ne peux qu'approuver puisque la plupart de mes blagues se résument à zoomer sur la tête des gens dans les photos de groupe. Et visiblement, je ne suis pas le seul puisque notre expérience valide plutôt bien le potentiel comique de ce choix de réalisation. Assez efficace sur nos cobayes. Why don't we go around and everybody say a race that you are attracted to sexually. I will go last. Go! I have two. Nice. White and Indian. Actually, I'd prefer not to start that way. Michael, I would love to have your permission to run this session. Can I have your permission?
Mais si la comédie de réaction n'est pas réservée à The Office, et il y a de très bons exemples en France... Comment ? La raison pour laquelle elle est aussi marquante ici tient en 3 lettres et en un personnage, Jim. Hey. En matière de théorie narrative, on pourrait identifier Jim comme un monsieur tout le monde. C'est une structure de personnage très classique, où on a une personne assez ordinaire et banale, avec laquelle le public pourra facilement s'identifier, et qui est souvent placée dans des circonstances extraordinaires. Sauf qu'avec presque 1000 regards caméra sur 201 épisodes, Jim n'est plus vraiment un personnage comme les autres. C'est un complice pour le spectateur, comme s'il n'y avait pas de 4e mur entre lui et le public. Et ça ne pourrait pas marcher sans cette tête. Sympathique, drôle et expressive. Elle est selon moi la véritable pièce maîtresse de cette comédie de réaction. Totalement indissociable du concept de The Office. D'ailleurs à tel point que je n'arrive pas à prendre l'acteur, John Krasinski, au sérieux dans un autre contexte. Je m'attends toujours à voir Dwight arriver un moment. Jack Ryan. I work Yemen. I've been monitoring Swift network transactions in and around Aden. Identity theft is not a joke, Jim. Millions of families suffer every year. Et puis la comédie de réaction, elle a complètement envahi Internet. Déjà sur YouTube, aujourd'hui un vidéaste de divertissement, c'est quoi son activité? Moi je fais des vidéos où je réagis et je gagne de l'argent. Et oui, beaucoup de vidéastes suivent ce concept de vidéo réaction où il suffit de changer le contexte pour créer une nouvelle vidéo. Sortie d'une nouvelle bande-annonce, compile de malaise, essaye de ne pas rire, lecture de thread, challenge un peu débile, le volant est bloqué, ça tourne mal, et j'en passe et des meilleurs, et des bien pires aussi. Depuis la miniature jusqu'au contenu, une vidéo React sera axée sur la dramatisation et l'exagération des réactions. Et je ne juge pas, hein. D'ailleurs j'ai adapté ce même principe pour l'expérience que j'ai mise en place. Et puis ça va bien au-delà de YouTube, puisqu'Internet a popularisé l'usage d'images ou d'icônes pour synthétiser une pensée ou une émotion et la transmettre par la suite à nos congénères dans moult conversations en ligne. Je parle bien sûr des mèmes, des emojis ou des gifs de réaction dont beaucoup viennent de The Office. On pourrait d'ailleurs se poser la question de l'influence de The Office sur ce mouvement. Parce que conceptuellement, c'est quoi la différence entre Jim et un youtubeur humour ? On a le même archétype de personnage normal, plongé dans un contexte un peu fou, la façon de se filmer est pas si différente, ils réagissent à la caméra à des trucs stupides, soit qu'ils regardent, soit qu'ils font eux-mêmes, ils commentent la situation, et ils font même des pranks. Everyone has called me Dwayne all day. I think Jim Halpert paid them to. Yes. $5 each, and it was totally worth it. C'est du jeu, je dois le reconnaître, c'est du génie. Bon, je force un peu le trait, évidemment, hein. Mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. La dernière question qu'on peut se poser, c'est pourquoi regarder The Office si ça nous met dans un état angoissant? Un peu comme pour les films d'horreur, en fait. You know what they say about a car wreck where it's so awful you can't look away? Ce paradoxe de notre fascination pour les accidents de voiture dont parle Pam est ce que la psychologie appelle le masochisme bénin. Deux psychologues, Rosin et Schiller, ont développé cette théorie dans les années 80 pour expliquer notre goût pour les plats très épicés. Sous des circonstances contrôlées et contrôlables, cette théorie prédit que nous sommes disposés à nous confronter à ce qu'on considère d'habitude comme insupportable. Exemple, écoutez l'album de rap de Tony Parker. Alors c'est horrible, mais petit 1, je sais que ce n'est pas du rap, et petit 2, je peux à tout moment m'arrêter ou baisser le son. Et je commence alors à éprouver un certain plaisir dans cette douleur, parce que je me sais en sécurité. Et donc pour toi, j'aurais décroché la lune sans la fusée. Et c'est grâce à ce masochisme bénin qu'on aime regarder des séries malaisantes, des films d'horreur ou du gore. Mais bien sûr, ce ne sera pas partagé par tout le monde, hein. Ce genre d'expérience est assez clivante. Why the need for so much gruesome, graphic violence? Why not let us imagine Because it's so much fun, Chan. Get it? Et en fait, ce principe de masochisme bénin, il s'applique un peu à l'humour en général. Le philosophe John Morrell, grand spécialiste de l'humour, s'est dit en gros, si l'humour consiste à contredire nos attentes, la façon dont on voit le monde directement, pourquoi est-ce qu'on trouve ça agréable? Quand on le dit comme ça a l'air paradoxal. L'humour met un peu des tatanes à notre cerveau. C'est très violent pour le cours de notre pensée. Et pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut repenser au rôle de l'humour pour notre évolution. L'humour, c'est un outil d'exploration de nos normes de communication, sociale et morale. Ce que je veux dire en gros, c'est que l'humour participe à notre éducation. C'est l'utilisation d'une réaction mentale a priori pas agréable pour le cerveau, mais au service d'un jeu, pour apprendre des trucs, si on le dit simplement. Et on peut se dire que des séries comme The Office pourraient avoir une valeur éducative très bénéfique.
Et c'est là que notre expérience va pouvoir réellement prendre sens. Car voyez-vous, c'est gentillet de mesurer les réactions de non-initiés à The Office, mais ça devient intéressant quand on les compare aux réactions de quelqu'un qui connaît très bien la série. Une première chose très simple à faire est de compter les rires pour chaque personne, ainsi que de marquer leur endroit sur la timeline de l'épisode pour observer leur répartition. Sans surprise, les résultats sont très différents. Le dernier sujet connaît mieux les personnages, est beaucoup plus rodé aux mécaniques de la série et à son humour, et va donc beaucoup plus réagir, notamment au malaise. Et ce comportement se confirme sur d'autres épisodes, dont les plus traumatisants. Et ceux qui ont vu la série voient de quoi je parle. Oh, good! I'll be your first customer! But you're hardly my first. That's what she said! Il est quand même énorme cet épisode. Putain. Oh. Je pense que ça prouve en partie ma théorie sur ce que nous transmet The Office. En nous plongeant dans le malaise mais dans un cadre inoffensif et même accueillant, la série nous habitue à mieux supporter cette émotion. C'est un genre d'entraînement commando pour survivre à tous les futurs moments gênants de votre existence. Et surtout, apprendre à en rire. They say that laughter is the best medicine, so Stanley, you can throw away those pills. You are cured. Actually, you better hold on to the pills just in case. Bon bah voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. Il est important de garder à l'esprit que cette vidéo, aussi longue soit-elle, ne dresse pas un portrait exhaustif de l'humour. C'est un sujet vaste, complexe, changeant, et où chacun a une sensibilité différente. Ça ne doit pas nous empêcher d'étudier l'humour, de le disséquer, de faire la lumière sur tous ses effets. D'ailleurs, si cette démarche vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller voir les essais vidéo de Calmos sur les comédies françaises. C'est rigolo. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter média en appuyant sur le bouton ci-dessous et faites des dons, puisque tous les dons ce mois-ci iront à une fondation dédiée à la restauration de ma santé mentale. Et enfin, si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que... On ne plaisante pas avec l'humour. Bonne journée. Ah merde, on n'a pas parlé d'ironie.